tu n'es ni mon mari, ni mon propriétaire, m'a dit ma fiancée après avoir pris le numéro du barman. J'ai hoché la tête et je suis parti pendant qu'elle restait au bar. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé l'appartement vide et un mot qui disait « Tu n'es pas la propriétaire de mon salaire ». Je m'appelle Victor, j'ai 30 ans et je suis ingénieur informatique. Je n'ai pas l'habitude de partager ma vie sur Internet, mais ce qui s'est passé avec Chloé, mon ex-fiancée, est quelque chose que j'ai besoin de vider de mon sac. C'était une relation de 4 ans avec des hauts et des bas, mais les derniers mois ont été un désastre. Voici ce qui s'est passé le soir où tout a volé en éclats. C'était un vendredi, et Chloé avait insisté pour qu'on sorte dans un bar du centre-ville. L'endroit ne m'emballait pas plus que ça, mais elle avait cette façon de me convaincre, même si dernièrement, ses sourires me laissaient plus de doute que de joie. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais au fond de mes tripes, mais j'ai quand même dit oui. Je voulais croire qu'on pouvait encore arranger les choses. Nous sommes arrivés au bar, un lieu aux lumières tamisées et à la musique forte. Chloé portait une robe conçue pour attirer l'attention, tandis que moi, j'étais en jean et t-shirt basique. Nous nous sommes assis près du comptoir et avons commandé des verres. Au début, tout semblait normal. Nous avons parlé du travail, d'une série que nous regardions, de choses sans importance. Mais j'ai vite remarqué qu'elle ne me regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur le barman. Un certain Léo, un grand type qui ressemblait à un mannequin Instagram. Chaque fois que Léo passait, Chloé riait plus fort, se penchait vers lui. J'ai essayé d'ignorer la situation, mais quand elle lui a demandé son numéro juste devant moi, quelque chose s'est brisé en moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas avoir l'air d'un idiot. Elle m'a regardé en haussant un sourcil et a lancé « Tu n'es ni mon mari, ni mon propriétaire. » Puis elle a continué à parler à Léo comme si je n'existais pas. Ce n'était pas seulement le flirt. C'était la somme de tout ce que j'encaissais depuis des mois. Nous vivions ensemble dans un appartement où je payais 70% du loyer, l'électricité et Internet. Chloé avait toujours des excuses, son travail à mi-temps de vendeuse dans une boutique ne suffisait pas, elle économisait, elle me rembourserait bientôt. Mais ce jour n'arrivait jamais. Et puis il y avait les messages suspects sur son téléphone, les soirées tardives qu'elle n'expliquait jamais. Je ne l'avais jamais confrontée directement. Je voulais lui faire confiance. Mais ce soir-là, au bar, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis levé, j'ai hoché la tête et je lui ai dit « Profite bien de ta soirée ». Elle m'a regardé, surprise, mais ne m'a pas retenu. J'ai quitté le bar, le cœur battant à tout rompre. Dehors, l'air frais m'a aidé à réfléchir. Je ne pouvais plus continuer comme ça, à être celui qui payait pour tout pendant qu'elle se comportait comme une célibataire. En arrivant à l'appartement, j'ai appelé Max, mon meilleur ami depuis la fac. Je lui ai tout raconté. Le bar, le numéro du barman, les mots de Chloé. « Victor, ce n'est pas nouveau », m'a-t-il dit. « Ça fait des mois qu'elle profite de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ?»« J'arrête tout », ai-je répondu. Mais je ne voulais pas seulement rompre. Je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Je voulais récupérer ce qui m'appartenait. Max est arrivé en moins d'1 heure avec la camionnette que son cousin lui avait prêtée. « Faisons ça vite », a-t-il dit avec un sourire qui promettait le chaos. Et c'est comme ça que tout a commencé. L'appartement était rempli de choses que j'avais payées. Le canapé, la télé, ma machine à café. Chloé n'avait apporté que quelques meubles bon marché quand nous avions emménagé. Avec Max, nous avons commencé à vider les lieux. Nous avons sorti le canapé en cuir que j'avais acheté avec ma première prime, la télé de 55 pouces, ma machine à café. Chaque objet que nous chargions dans la camionnette me faisait me sentir plus libre. Je ne voulais rien détruire. Je ne suis pas le genre de type qui casse des choses par dépit. J'ai juste pris ce qui était à moi. Quand nous avons fini, l'appartement semblait vide. Il ne restait que la table de Chloé, quelques vieilles chaises et son lit. Dans la cuisine, j'ai laissé un mot, « Tu n'es pas la propriétaire de mon salaire ». Je n'ai pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Avant de partir, j'ai fait quelques autres démarches. J'ai appelé les fournisseurs d'électricité et d'eau pour transférer les contrats au nom de Chloé. J'ai changé les mots de passe de Netflix, Prime Vidéo, tout ce que je payais. J'ai sauvegardé des captures d'écran des quittances des derniers mois, des messages suspects que j'avais vus sur son téléphone, de tout ce qui pourrait être utile. Je ne savais pas si j'en aurais besoin,
mais je voulais être prêt. Max m'a hébergé chez lui cette nuit-là. Il m'a donné une bière et a dit, « Tu as bien fait. C'est l'heure de prendre un nouveau départ. » Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais fait. Je ne savais pas si Chloé rentrerait à l'appartement cette nuit-là ou si elle resterait avec Léo. Ça m'était égal. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler ma vie. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de messages de Chloé. D'abord, elle a demandé où j'étais, ce qui était arrivé au meuble. Puis, elle m'a traité d'immature. Elle a dit que je ne pouvais pas la laisser comme ça. Finalement, elle a commencé à me supplier de discuter. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à lui dire, mais je savais que ça n'allait pas se terminer si facilement. Chloé avait toujours su jouer la victime. Pendant que je prenais mon petit déjeuner avec Max, je lui ai montré les messages. Il a ri. Ça va devenir intéressant. Garde tout, chaque message, chaque appel. Si elle veut jouer, laissons-la jouer. Mais c'est toi qui as les cartes en main. Et c'est ainsi qu'a commencé la deuxième partie de cette histoire. J'avais fait le premier pas pour sortir de cette relation toxique, et je ne comptais pas faire marche arrière. Les messages de Chloé continuaient d'affluer comme une tempête. D'abord, des questions, puis des insultes, et enfin, « S'il te plaît, Victor, comment as-tu pu me faire ça ?» écrivait-elle. « Tu es si égoïste. Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Puis son ton a changé. « S'il te plaît, parlons. Je ne veux pas qu'on se sépare. » Je lisais tout, mais je ne répondais pas. Max, en train de dévorer un sandwich en face de moi, me regardait comme s'il assistait à une émission de télé-réalité. « C'est du cinéma, mon pote. Ne tombe pas dans le panneau, a-t-il dit. Et il avait raison. Je connaissais Chloé. Je savais qu'elle essaierait de tout retourner à son avantage. Le même après-midi, alors que je consultais mes emails professionnels sur le canapé de Max, j'ai vu une notification. Chloé avait posté une story sur Instagram, une photo de l'appartement vide avec une légende qui disait « Quand on se fait abandonner sans explication ». Quel genre d'homme fait ça? Je suis resté figé. Je n'arrivais pas à croire qu'elle jouait la carte de la victime si rapidement. Puis les messages de nos amis communs ont commencé à arriver. Certains étaient inquiets, d'autres curieux. « Que s'est-il passé, Victor ? Chloé dit que tu l'as mise à la rue, a écrit l'un. C'est vrai que tu as tout pris, a demandé un autre. Même ma cousine, qui utilise à peine les réseaux sociaux, m'a envoyé un message pour savoir si j'allais bien. Max, regardant mon téléphone par-dessus mon épaule, a éclaté de rire. Cette fille est un génie. En une journée, tu es déjà le méchant de l'histoire. Mais je n'étais pas nerveux. J'avais anticipé cela. C'est pourquoi j'avais tout gardé, les quittances de loyer, les factures, les captures d'écran des messages où Chloé admettait ne pas payer sa part. Au total, elle me devait 20 000 €. Entre le loyer que je couvrais seul, les factures d'électricité et d'internet, et les fois où j'avais payé les dettes de sa carte de crédit parce qu'elle ne voulait pas d'intérêt, tout s'additionnait. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé à Max, qui tapait déjà quelque chose sur son téléphone. Facile, a-t-il dit. La vérité gagne toujours, mais il faut la jouer fine. Il m'a suggéré de ne pas répondre à Chloé ni de tomber dans son jeu sur les réseaux sociaux. Au lieu de ça, il a partagé ma version de l'histoire avec notre groupe d'amis proches. Il ne l'a pas rendu public. Je ne voulais pas de guerre sur Internet. Dans un groupe WhatsApp avec nos amis, il a expliqué l'essentiel. Chloé avait flirté avec le barman devant moi, je payais presque tout dans l'appartement, elle me devait de l'argent. Il a joint des captures d'écran des quittances de loyer et un message où Chloé disait qu'elle était à court d'argent et ne pouvait pas payer. La réaction a été rapide. Certains amis ont été surpris, d'autres s'en doutaient déjà. Laura, une amie du groupe, m'a écrit « J'ai toujours su que quelque chose clochait. Chloé parlait d'acheter des vêtements, mais elle ne mettait jamais un centime pour l'appartement. Cela m'a un peu soulagé. Ce n'était pas que mon imagination. Mais tout le monde n'était pas de mon côté. Sophie, une autre personne du groupe, m'a envoyé un message disant que laisser quelqu'un comme ça n'était pas correct et que je devrais donner à Chloé une chance de s'expliquer. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie de convaincre qui que ce soit. Chloé n'est pas restée silencieuse. Elle a publié un autre post, une photo d'elle regardant par la fenêtre de l'appartement avec une légende qui disait « Parfois, ceux que vous aimez le plus sont ceux qui vous déçoivent le plus. »
du pur mélodrame, mais ça fonctionnait. Ses abonnés, dont beaucoup ne me connaissaient pas, laissaient des commentaires de soutien, « Tu es forte, Chloé. Tu ne mérites pas ça. Quel homme pathétique. » Chaque commentaire me dérangeait, mais me rappelait pourquoi j'étais parti. Je n'allais plus être sa banque. Quelques jours plus tard, les choses sont devenues intéressantes. Max m'a appelé alors que j'étais en réunion de travail. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit en m'envoyant une capture d'écran. C'était une conversation entre Chloé et David, un de nos amis. Elle essayait de le convaincre que je l'avais abandonné sans raison et qu'elle avait du mal à s'en sortir. Mais David n'a pas mordu à l'hameçon. Il lui a demandé pourquoi elle ne payait pas sa part du loyer. Chloé a répondu évasivement, « Ce n'est pas si simple. Je contribuais aussi. » David, qui ne mâche pas ses mots, lui a demandé des preuves. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai retrouvé Max dans un bar près de chez lui. Pas cet endroit. Je ne voulais pas croiser Chloé ou son ami Léo. Alors que nous buvions une bière, Max a dit, « Tu dois clore ce chapitre correctement, Victor. Sinon, elle va continuer ce cirque. » Il avait raison. Je ne voulais pas me battre sur les réseaux sociaux ou jouer son jeu. Je voulais quelque chose qui l'obligerait à faire face aux conséquences. J'ai commencé à tout organiser. J'ai fait une liste des dépenses que j'avais couvertes dans la relation, loyer, factures, appareils électroménagers, dette de Chloé, tout y était. Puis, avec l'aide de Max, j'ai contacté un de ses amis avocats. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit qu'une reconnaissance de dette était une bonne idée pour clarifier ce qu'elle me devait, tant que j'avais des preuves. Et j'en avais. Les reçus, les virements bancaires, les messages, tout. Pendant ce temps, Chloé continuait son spectacle. Une semaine après la nuit au bar, elle a recommencé à me contacter directement. D'abord des messages, puis des appels auxquels je n'ai pas répondu. Finalement, elle m'a envoyé un email. L'objet était « S'il te plaît, parlons ». Elle y disait qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas qu'on se sépare comme ça, qu'on pouvait arranger les choses. Pas un seul mot sur le barman, les messages suspects ou l'argent. Que du vent. Je l'ai montré à Max, qui a failli s'étouffer de rire. On dirait un scénario de série télé, a-t-il dit. Elle ne s'excuse pas. Elle veut juste que tu recommences à payer ses factures. J'ai répondu à Chloé par un court message, il n'y a rien à discuter. Si tu veux, on peut parler de l'argent que tu me dois. J'ai les reçus. Elle n'a pas répondu. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et de tension. Dormir sur le canapé de Max n'était pas idéal, mais c'était mieux que de partager une maison avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Je savais que Chloé n'abandonnerait pas facilement, et je ne me trompais pas. Laura m'a dit que Chloé racontait aux gens que je l'avais mise dehors et qu'elle avait du mal à payer les factures seule. Elle a même dit qu'elle cherchait un deuxième emploi, ce qui était difficile à croire. Chloé n'avait jamais montré le moindre intérêt à travailler plus que nécessaire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les choses se compliquent autant pour elle. Un soir, alors que je regardais un film avec Max, David m'a envoyé un message, « Mec, Chloé est dans la merde. » Il m'a envoyé une capture d'écran d'une publication dans un groupe Facebook où Chloé demandait un prêt pour le loyer. Elle disait qu'elle était dans une situation difficile, mais les commentaires n'étaient pas ce qu'elle attendait. Quelqu'un je ne sais pas qui avait partagé les captures d'écran que Max avait envoyées à notre groupe. Les gens ont commencé à la questionner, « Pourquoi tu ne payais pas avant? C'est vrai que tu dois de l'argent à ton ex. » Chloé a rapidement supprimé la publication. Max était euphorique. Elle est en train de se saborder toute seule, a-t-il dit en levant sa bière. Je ne ressentais pas la même chose. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais juste qu'elle assume ses responsabilités. J'avais dépassé la colère pour ressentir une sorte de pitié, mais je n'allais pas céder. J'avais pris une décision cette nuit-là. En essayant de dormir sur le canapé de Max, je pensais à ce qui allait suivre. Je savais que Chloé essaierait de me recontacter, probablement avec un nouveau plan. Je savais aussi que je devais trouver mon propre logement rapidement. Je ne pouvais pas rester chez Max éternellement. Mais surtout, je savais que cette histoire n'était pas terminée. Chloé allait jouer ses dernières cartes, et je devais être prêt. Les jours suivants ont été plus calmes que prévu. Chloé a cessé de me bombarder de messages et ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues moins fréquentes. Un instant, j'ai cru qu'elle avait peut-être accepté la réalité et qu'elle allait passer à autre chose. Mais ça ne lui ressemblait pas.
Pendant ce temps, je n'ai pas perdu de temps. J'ai trouvé un petit appartement à quelques rues de mon boulot. Ce n'était pas grand-chose, un salon modeste, une cuisine fonctionnelle, une chambre où tenait à peine un lit double, mais c'était à moi et ça suffisait. J'ai signé le bail en 3 jours et, avec l'aide de Max, j'ai emménagé en 1 semaine. Déménager mes affaires, le canapé en cuir, la télé de 55 pouces, ma précieuse machine à café, c'était comme fermer un chapitre. Max, portant un carton de mes livres de programmation, n'arrêtait pas de parler, c'est un nouveau départ, Victor. Pas de Chloé, pas de dette, juste toi, ton café et ta liberté. J'ai ri, mais il avait raison. L'appartement était simple, avec des murs blancs et un parquet qui grinçait, mais c'était une page blanche. J'ai posé ma machine à café sur le comptoir, accroché quelques affiches de films que j'aimais et acheté une plante que, par miracle, je n'ai pas encore tuée. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. C'est au moment où je commençais à m'installer que Chloé a refait surface. C'était un mardi matin. J'étais en réunion virtuelle pour un projet de logiciel quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, Victor, c'est Chloé. J'ai besoin de te voir. C'est important. J'avais bloqué son numéro d'origine, donc elle devait en utiliser un autre. J'ai hésité à répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre voulait clore cette affaire une bonne fois pour toutes. Pourquoi, ai-je écrit sèchement. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, j'ai des problèmes. S'il te plaît, parlons en personne. Je t'en supplie. Il y avait quelque chose dans son ton, même par texto, qui semblait différent. Moins de drame, plus de désespoir. J'en ai parlé à Max pendant qu'on déjeunait dans sa cuisine. Il a levé les yeux au ciel et a laissé tomber sa fourchette dans son assiette. N'y va pas seul, mec. C'est un piège. Elle va essayer de te faire culpabiliser. Mais j'en avais assez d'esquiver. Je voulais affronter ça et en finir. J'ai donné rendez-vous à Chloé dans un café près de mon nouvel appartement, un endroit animé avec des tables en terrasse. Je ne voulais pas de surprise. Avant de partir, j'ai vérifié mon dossier de preuves, quittance de loyer, facture, capture d'écran des messages où Chloé admettait ne pas payer sa part, virement bancaire où je couvrais ses dettes. Le tout s'élevait à 20 000 euros. J'ai aussi apporté la reconnaissance de dette que l'ami avocat de Max avait rédigée. Je l'ai imprimée et mise dans mon sac à dos. Si Chloé voulait jouer, j'étais prêt. Je suis arrivé au café à 17 h. Chloé était déjà là, assise à une table au fond, loin des fenêtres. Elle ne ressemblait pas à la Chloé du bar, pas de robe noire, pas de maquillage impeccable. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle portait un t-shirt gris et un jean. Elle avait l'air fatiguée, presque fragile. Je me suis assis en face d'elle, et pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, elle a parlé à voix basse, « Victor, je suis au fond du trou. Je ne sais pas quoi faire. » Elle m'a raconté que l'appartement était devenu impossible à payer seul. Les factures d'électricité, d'eau et d'internet, qui étaient maintenant à son nom, s'accumulaient. Elle a dit qu'elle devait 2 500 € entre les arriérés de loyer, les factures et les dettes de carte de crédit. Elle avait essayé de demander de l'aide à sa famille, mais ils ne voulaient rien savoir. Je pensais que je pouvais gérer ça, a-t-elle dit, fixant son café comme si la solution s'y trouvait. Mais tout a dérapé. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne savais pas si elles étaient réelles ou si elles faisaient partie de son spectacle. Une partie de moi voulait avoir pitié, mais une autre se souvenait de chaque mensonge, de chaque excuse, de chaque fois où elle m'avait fait sentir comme un distributeur de billets. « Chloé, c'est toi qui as choisi ça, » lui ai-je dit, en gardant mon calme. « Tu n'as jamais payé ta part. Tu as flirté avec d'autres mecs devant moi. Tu t'es servi de moi. À quoi t'attendais-tu » Elle a baissé les yeux, et une seconde, j'ai cru qu'elle allait admettre sa culpabilité. Mais ensuite, elle a dit, « Ce n'est pas juste que tu me laisses comme ça. On était un couple. On était censé se soutenir. » Cette phrase a ravivé le feu en moi. J'avais entendu cette excuse trop de fois. J'ai sorti la reconnaissance de dette de mon sac à dos et je l'ai posée sur la table. « Parlons de soutien, » ai-je dit. « Voici ce que tu me dois. 20 000 €. Tout est là. Loyer, facture, dette que j'ai payée pour toi. J'ai les reçus, les virements, les messages, tout. » Ses yeux se sont écarquillés.
Tu vas me poursuivre en justice, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Non, ai-je répondu. Je veux juste que tu reconnaisses ce que tu as fait. Signe ça et on pourra convenir d'un échéancier de paiement. Je ne cherche pas à te ruiner, mais je ne vais pas te laisser faire comme si de rien n'était. Chloé a fixé le papier en silence. Puis, à ma grande surprise, elle l'a signé. Je n'ai aucun moyen de te payer maintenant, a-t-elle dit d'une voix sourde. Mais je le ferai. Je te le jure. Nous avons convenu qu'elle me paierait 50 € par mois. Ce n'était pas grand-chose, mais je me fichais de l'argent. Je voulais qu'elle se souvienne chaque mois de ce qu'elle avait fait. Je voulais qu'elle comprenne que ses actions avaient des conséquences. Avant de partir, j'ai joué une dernière carte. J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai posé le reçu de la vente de la bague de fiançailles sur la table. Je l'ai vendue 700 € dans une bijouterie il y a quelques semaines, ai-je dit. J'ai utilisé cet argent pour mon voyage au Japon. Je suis allé à Tokyo, j'ai vu les temples, j'ai mangé des ramens incroyables. Tu devrais voyager un jour. Ça aide à voir les choses clairement. L'expression sur son visage n'avait pas de prix. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête, les yeux fixés sur le reçu. Je me suis levé, j'ai payé mon café et je suis parti. Quand j'ai raconté ça à Max, il a failli tomber de sa chaise en riant. T'es une légende, Victor. Tu l'as laissé sans voix. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné une guerre. J'avais juste l'impression d'avoir récupéré ma vie. Le premier paiement de 50 € de Chloé est arrivé quelques semaines plus tard. Je l'ai mis sur un compte séparé, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais comme un rappel que je ne laisserai plus jamais personne se servir de moi. Avec le temps, les choses se sont améliorées. Mon appartement a commencé à ressembler à un foyer. J'ai installé une étagère pour mes livres de programmation. J'ai acheté une lampe qui a donné un peu de vie au salon, et j'ai pris soin de ma plante qui, miraculeusement, était toujours en vie. J'ai commencé à fréquenter Anne, une femme que j'ai rencontrée au travail. Elle est drôle, directe, et le meilleur de tout, quand nous sortons, elle insiste pour partager l'addition. Je ne cherche rien de sérieux pour l'instant, mais être avec quelqu'un qui me respecte me soulage d'un poids énorme. J'ai appris ce qui était arrivé à Chloé par Laura. Elle a dû quitter l'appartement car elle ne pouvait plus se le permettre. Elle vit maintenant chez une amie et travaille dans la communication sur les réseaux sociaux, bien que ça ne marche pas très fort pour elle. Ses publications n'ont plus le même éclat et ses amis Instagram semblent s'être désintéressés. Je ne suis pas heureux de sa situation, mais je ne me sens pas coupable non plus. Elle a pris ses décisions et j'ai pris les miennes. En y repensant, je réalise à quel point cette relation me pesait. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le sentiment de ne pas être assez bien, d'être utilisé. Prendre mes affaires, laisser ce mot et la confronter au café était ma façon de dire, ça suffit. Je ne suis pas parfait, mais je mérite mieux. Maintenant, avec mon appartement, mon café du matin et une vie qui me ressemble, je commence à le trouver. Le Japon n'était qu'un début. J'ai des projets pour voyager plus, pour continuer à évoluer dans ma carrière, pour vivre sans porter le poids de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens léger.